Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Gases et je suis ravie pour vous accueillir pour ce 10e épisode de notre série de webinaires à la découverte de la marine. Alors pour ce 10e épisode, on reçoit le commandant du porte-avions Charles de Gaulle qui s'appelle Sébastien Martineau. Et avant de l'accueillir, j'ai envie de vous dire bonjour. Donc je vois que vous êtes déjà nombreux à écrire sur le chat pour me faire un petit bonjour. Donc bonjour à tous. Ça va trop vite, vous êtes trop nombreux. Je n'arrive pas à vous dire bonjour à tous, mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir. Alors, question, est-ce qu'on a des PMM? Est-ce qu'on a des lycées qui sont avec nous? N'hésitez pas aussi à me dire si vous faites partie d'une PMM et de me dire laquelle, comme ça je pourrais vous saluer. PMM de Strasbourg, PMM de Chambéry, de Besançon, de Brest. Waouh, super. PMM de Lyon, j'ai vu aussi, Tours, Dijon, Versailles, Satori, dites-moi. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous pour ce dernier épisode de la saison. Et vous verrez qu'on clôture la saison en beauté. Alors, maintenant que vous avez vu où se trouve le chat, en bas à droite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore et qui veulent nous faire un petit bonjour, juste à côté de l'onglet chat, on a un onglet questions. Cet onglet questions, il est super important parce que vous savez que les 30 premières minutes, c'est moi qui ai la chance de poser des questions au commandant Martineau, mais après, ce sera votre tour. Alors, comment ça marche? Parce que vous êtes très nombreux, comme vous pouvez le voir. Je ne pourrai pas poser toutes vos questions. Donc, je vais vous demander d'utiliser l'onglet questions, de vous présenter, donc de me dire votre prénom, votre âge, l'établissement scolaire dans lequel vous êtes, et de poser votre question au commandant Martineau, comme vient de vous le donner Audrey. Et surtout, et c'est un point qui est hyper important, il faut que vous alliez voter pour les questions qui vous plaisent le plus. Parce que ce que je vais faire dans 30 minutes, c'est que je vais filtrer les questions par like, donc par nombre de votes pour les questions, et que je prendrai de la question la plus votée vers la question la moins votée, sachant que j'aurai pas le temps encore une fois de poser toutes vos questions. Donc c'est hyper important que vous alliez liker les questions qui vous paraissent essentielles pour que je puisse mettre en avant ces questions-là. OK? Les règles du jeu sont claires? Parfait. Avant de recevoir le commandant, je voulais vous parler un petit peu de la Marine nationale et de ces avions de chasse qui s'appellent les Rafales marines. Mais également, au sein de la marine, on va retrouver d'autres avions, des hélicoptères, qui vont décoller depuis des bâtiments comme le porte-avions Charles de Gaulle ou des porte-hélicoptères, mais également des frégates. C'est ce qu'on appelle la force aéronautique navale. On appelle aussi les marins du ciel. Alors, il y a une singularité dans la marine nationale, c'est qu'il y a un porte-avions nucléaire à catapulte, unique au monde comme aux États-Unis. Et également vous dire que, je ne sais pas si vous le savez tous, vous avez peut-être regardé le film Top Gun il n'y a pas longtemps, mais les pilotes de la marine sont formés, notamment aux USA, dans la même école que Maverick, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, Top Gun, c'est un film qui est lié à l'aéronautique navale, puisque vous l'avez vu, les avions décollent depuis un porte-avions. Et donc, ça tombe bien, puisque ce soir, on va parler d'un porte-avions. Alors, faire décoller un avion de chasse depuis un bateau, ça nécessite de bien connaître l'environnement aéromaritime. Et qui mieux que des marins, finalement, pour faire cela. Et vous allez voir que le porte-avions, c'est un fantastique outil militaire. C'est à la fois un aéroport flottant, une base navale en mer dans laquelle travaillent un peu plus de 2000 marins de tous métiers confondus. Et c'est aussi une centrale nucléaire. Bon, là, je vous donne quelques éléments pour poser les bonnes questions tout à l'heure au commandant. Et pour mettre en œuvre ce fleuron de la marine, on va retrouver les 80 métiers sur lesquels la marine nationale recrute et forme des jeunes dès la 3e. Et vous allez voir qu'il y a plein de métiers. Et ce sera l'occasion aussi tout à l'heure d'en parler pour bien comprendre tout cela. Et c'est vrai qu'on parle souvent des pilotes, mais vous verrez qu'à bord du porte-avions, il n'y a pas que des pilotes et il y a plein de métiers parfois insoupçonnés. Alors, j'imagine que vous préférez entendre tout ça directement de l'expérience du commandant Martineau. Donc, vous savez quoi? Je vais inviter le commandant à me rejoindre pour nous lancer ensemble dans 1 heure d'échange avec vous pour vous apprendre tout sur les sujets de la Marine nationale, de l'aéronautique navale, du porte-avions Charles de Gaulle. Bonjour, commandant. Alors, je ne vous entends pas, vous êtes en mute, commandant. Voilà. Bonjour Émilie, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver.
Super. Bah, moi aussi, je suis ravie de vous avoir avec nous pour plonger un peu au cœur du Charles de Gaulle et avoir plus d'informations sur ce fleuron de la Marine nationale et l'ensemble des métiers et des personnes qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette ville flottante. On dit souvent que vous êtes un peu le maire du Charles de Gaulle. Alors, je ne suis pas élu, mais je suis désigné par les chefs d'état-major de la marine, voilà, sur une base d'expérience, d'un parcours. Voilà, effectivement, il faut organiser, c'est vraiment une ville. On y retrouve beaucoup de corps de métiers, on y retrouve quasiment tous les métiers de la marine nationale, en fait. Pour faire voler une vingtaine, une trentaine d'avions de chasse type Rafale Marine et Hawkeye, il faut tout un tas de services. C'est bien le principe du porte-avions, c'est de les réunir sur une seule et même coque pour pouvoir combiner voilà, la puissance aérienne avec la puissance navale, qui est celle d'un bateau qui se déplace en permanence sur toutes les mers. Alors, dans cette série de webinaires, on a une petite coutume, c'est qu'on commence par la carte d'identité de l'invité. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de nous lancer dans un jeu de questions-réponses un peu rapide pour apprendre à vous connaître un peu mieux. Okay. Alors, quel est votre grade? Capitaine de vaisseau. Donc, on vous appelle commandant, c'est bien ça? Tout à fait. Moi, je vais me permettre de vous appeler Sébastien aussi. Pas de problème. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 44 ans. Et vous êtes dans la marine depuis quelle année? Depuis 1997. Ce serait quoi votre meilleur souvenir dans la marine? Je sais que ma question, elle est difficile quand on est dans la marine depuis 97. Oui, ouais, meilleur souvenir dans la marine, c'est assez compliqué de répondre parce que je dirais que, bon, évidemment, il y a différentes phases dans une carrière. Forcément, on va parler du porte-avions parce que c'est un peu notre quotidien. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'être commandant du porte-avions. J'ai beaucoup de très, très bons souvenirs tous les jours. J'ai surtout des très bons souvenirs de mes débuts à bord. Je retiens mes premières missions opérationnelles parce que quand on est pilote de combat, hein, quand on fait notre première mission, entre guillemets, de guerre au-dessus d'un territoire hostile, c'était mon cas en Afghanistan en 2007. Je me suis retrouvé aux commandes d'un Rafale Marine avec une fonction expérimentale qu'on avait rajoutée au Rafale. C'était une première mission opérationnelle avec des bombes sous les ailes du Rafale Marine. Et ça a été réellement une aventure assez exceptionnelle, puisqu'en quelques mois, c'était des expérimentations militaires qui étaient menées conjointement avec l'armée de l'air. On était basé à Mont-de-Marsan et on était déployé sur le Charles de Gaulle, qui était alors déjà en mission. On a traversé la Méditerranée, la mer Rouge, on a rejoint le porte-avions au large de Djibouti, puis ensuite on a été déployé sur l'Afghanistan pour lutter contre le terrorisme. Et je me rappelle très bien de ces premiers vols très longs, hein, c'était des vols de 6 heures, 7 heures, au-dessus de l'Afghanistan, avec une situation au sol qui était assez tendue, et pour laquelle finalement le Rafale Marine, qui est un avion très moderne, qui était à ses tout débuts des missions opérationnelles, apportait une énorme plus-value. D'abord le confort, parce que j'avais fait les mêmes missions 6 mois plus tôt dans un super étendard, et j'avoue qu'au bout de 6 heures de vol, moi j'étais plié en deux, je fais 1m86, et j'étais un petit peu à l'étroit, et donc je n'étais pas très confortable dans le super étendard. Quand je suis arrivé sur le Rafale, j'avais déjà le confort de l'avion, et surtout le confort de compréhension informationnelle au-dessus du théâtre, avec les radars, les liaisons de données tactiques qu'on avait, nous permettait de vraiment comprendre et bien être efficace, en tout cas en appui des forces déployées au sol. Et j'ai vraiment senti qu'on rentrait dans une nouvelle ère avec cet avion de chasse. Parce qu'on l'a en effet pas dit aux jeunes, mais sur votre première partie de carrière, vous étiez pilote de chasse. Oui, donc, vous étiez notre Top Gun à nous, en fait. Voilà, alors le Top Gun, c'est plutôt le nom de l'école. Mais, vous étiez notre Maverick à nous, vous avez raison. Voilà, vous avez remarqué que je ne suis pas tout à fait la même couleur de cheveux, mais en tout cas, voilà, enfin, oui, j'étais bercé comme vous, voilà, dans cet imaginaire collectif autour de Top Gun. La formation, en plus, je l'ai faite aux États-Unis, donc forcément, vous imaginez bien que le film, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu finalement assez tard par rapport à mon cursus, parce qu'au départ, je n'étais absolument pas destiné à devenir pilote. C'est venu finalement de manière assez rapide au détour d'un salon du Bourget. Mais en tout cas, oui, effectivement, on a tous en tête les images de Top Gun qui sont finalement assez réalistes, même si l'esprit derrière, on peut revenir, on peut en discuter, l'histoire aussi. En tout cas, sur les images, notamment sur le dernier Top Gun, et sont assez magnifiques et tout à fait représentatifs de ce qu'on éprouve et ce qu'on vit en vol. Super. On pourra rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure, justement, pour savoir comment ça se passe.
Ce serait quoi votre meilleure expérience en équipage? Alors là, pour le coup, ça va être plus récent, puisque sur le Charles de Gaulle, bon, les expériences en équipage, tous les jours, là aussi, on a envie d'excellentes. Actuellement, typiquement, le Charles de Gaulle vient de rentrer dans une période de maintenance, et donc le porte-avions s'est transformé en un gigantesque chantier industriel. Et c'est pas tout à fait une expérience en équipage, néanmoins, quand même, c'est assez exigeant et c'est assez gratifiant pour tous les marins qui exercent leur métier, d'autres métiers, qui sont ceux d'entretien, de superviser des chantiers, assurer la prévention, la sécurité. Bon, pour revenir à ma meilleure expérience en équipage, c'est plutôt une sortie à la mer qu'on a fait très récemment avec nos familles. En fait, on a invité, c'est quelque chose qui se faisait il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, et qu'on a remis au goût du jour. On a invité nos familles à bord, à l'issue de notre mission opérationnelle en Méditerranée récemment. On a invité 2300 familles, membres de famille, frères, sœurs, parents, épouses, conjoints, enfants, pour qu'ils se rendent réellement compte de quel est le concret de notre quotidien. C'est vraiment important parce que la famille, c'est l'extension de l'équipage. La famille, elle assure le soutien de l'équipage quand il est en mission. Elle fait en sorte que moralement tout se passe bien. Elle fait en sorte de gérer la base arrière. Et puis surtout, la famille, elle fait partie de la nation. Et donc, elle est plus que jamais engagée comme le marin. Et donc, c'est important aussi de revenir vers elles et de les associer à notre travail. Et j'avoue que les avoir à bord, j'ai vu dans les yeux des familles, dans les yeux des marins, des étoiles, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu des marins ultra boostés, hyper motivés pour présenter, bien sûr, très fiers de leur métier. Et ça nous a vraiment, c'était à la fois une récompense et une relance pour, les prochaines missions opérationnelles qu'on allait faire avec eux. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré pour devenir marin? Alors, pour devenir marin, je dirais que c'est plutôt des expériences. Je n'ai pas de livre ou de film particulier. Alors, quand j'étais jeune, j'ai vu des films dans les années 80. Voilà, j'avais le droit d'aller à la télévision. C'était les débuts. J'ai dû voir des films comme. J'ai souvenir d'un film qui s'appelait Midway, qui relatait tout à fait de manière très précise la bataille de Midway, qui est quand même, alors pour le coup, une bataille de porte-avions par excellence. Donc d'ailleurs, on a fêté l'anniversaire il y a peu de temps. Voilà, on a fêté les 80 ans de cette bataille. Et c'est un film extrêmement, voilà, à la fois très humain. On voit la vie de l'équipage au combat, on voit la difficulté, le choix du chef, le positionnement des chefs au sein de la marine américaine, alors confrontés à plusieurs forces aéronavales japonaises. Et j'ai trouvé que oui, ça donnait un goût de l'aventure, qui est l'aventure d'être marin, déployé très très loin, parce que c'est dans le Pacifique, à des journées de navigation de toute terre. J'ai trouvé que c'était assez remarquable comme film. Voilà. Après, moi, j'ai pas mal lu des livres qui relataient l'expérience de pilote de chasse. Plus tard, une fois que je me suis tourné vers cette motivation, vers ce métier, notamment, c'est une référence, mais le grand cirque de Pierre Klosterman est une référence pour moi. Alors, c'est pas tout à fait la marine, néanmoins, c'est vraiment le combat aérien par excellence pour la Deuxième Guerre mondiale, la bataille d'Angleterre, et ça m'a vraiment motivé pour me tourner vers cette spécialité. Est-ce qu'on peut revenir au moment où vous découvrez la Marine nationale et au moment où vous vous dites j'ai envie de faire la même chose? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé dans votre cas? Vous avez de la famille dans la marine? Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez de tout petit? Pas du tout. J'ai pas de famille dans la marine. Alors j'avais un grand-père, effectivement, un grand-père qui était officier de réserve dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était mécanicien d'aéronautique navale, qui travaillait à Lanby, sur la base de Lanby, et notamment sur la base d'hydravion de l'époque. Et quand j'étais petit, souvent, on me racontait effectivement les combats assez ardents qui ont eu lieu autour de l'Orient, au moment où les Allemands ont envahi cette base. Et il était un des derniers militaires français à tenir la base, à assurer les derniers ravitaillements des hydravions qui partaient alors tenter de rejoindre la France libre. Ça, ce sont des souvenirs, ce sont des témoignages qui m'ont marqué sur ce que pouvait être un marin, notamment un pilote aussi, marin. Et puis, forcément, on était associés, on allait en vacances aux alentours de Lorient et de l'Armor-Plage, et je voyais de temps en temps les officiers, notamment de la base sous-marine de l'époque. Et voilà, ça me donnait une notion de ce qu'était la fonction d'officier, quel était son rang.
et comment ils pouvaient interagir au sein d'un carré. Un carré, c'est un groupe d'officiers sur un bateau. Voilà, mais moi, finalement, j'ai décidé de devenir marin très, très, très tardivement. Je voulais au départ être architecte, puis vétérinaire, donc voilà, c'est des années-lumière de ça. Mais il y a un jour où la prof de chimie nous a emmenés au Salon du Bourget. J'ai vu un Rafale Marine décoller verticalement. Je savais que c'était un Rafale Marine parce qu'il y avait le speaker qui en parlait en ce moment-là. C'est un moment qui reste encore gravé dans ma tête. Et là, je me suis dit, ce truc-là, ça pourrait peut-être valoir le coup. Il est temps que je me mette au boulot parce qu'évidemment, il fallait passer par les classes préparatoires. Donc là, les choses se sont tout de suite alignées et j'étais très, très motivé pour me tourner vers la marine. Pourquoi la marine? Parce que à cette époque, il y avait les perspectives du Rafale Marine et du porte-avions Charles de Gaulle. On était dans les années 90, le Charles de Gaulle allait être construit prochainement. Il avait commencé, la construction avait commencé, et c'est vrai que ça donnait des perspectives assez extraordinaires, et qui le sont d'ailleurs. Super. Peut-être pour revenir rapidement, parce que c'est une des questions, et on va parler de votre première partie de carrière, mais très très vite, pour ouvrir sur votre rôle aujourd'hui et puis sur l'ensemble des métiers qui composent le Charles de Gaulle. Mais vous avez été formé aux États-Unis. Comment ça se passe? Est-ce que Top Gun, c'est juste un film ou est-ce que c'est assez semblable à ce que vous avez pu vivre? Voilà, pour juste clore la boucle sur le sujet avant d'ouvrir plus largement sur le porte-avions, puisque des pilotes seuls sur le porte-avions ne pourraient rien faire s'il n'y avait pas toutes les autres personnes autour qui permettent justement à ces rafales marines d'apponter, notamment. Alors, la formation de pilote, elle a lieu effectivement aux États-Unis, mais elle commence d'abord par un tronc commun en France. D'abord par la sélection en vol sur un avion de voltige, CAP 10, SR-20 Cirrus, pour ceux qui connaissent les modèles, ce sont des avions de tourisme. Et ensuite, moi, j'ai suivi un tronc commun d'abord dans l'armée de l'air. Et je crois que c'est encore le cas pour une bonne partie des pilotes formés même dans la marine. On commence au sein de l'armée de l'air par un tronc commun, parce que finalement, on a on est dans la même communauté aéronautique que l'armée de l'air. Et ensuite, on va se spécialiser vers la chasse embarquée aux États-Unis. Là, pour le coup, c'est la seule école au monde qui existe pour former des pilotes de chasse embarqués. Et on retrouve effectivement là une communauté de pilotes de chasse en formation aux États-Unis. Les États-Unis disposent de 11 porte-avions nucléaires, plus grands que Charles de Gaulle. Et donc, avec ces 11 porte-avions, ils arrivent à avoir une disponibilité assez régulière d'un porte-avions pour faire des qualifications à l'appontage de jeunes pilotes pour leurs premiers appontages. Et autour de ça, ils ont des structures, des écoles qui sont situées à Pensacola pour le tronc de début, et puis ensuite à Meridian dans le Mississippi. Pensacola, c'est en Floride. Voilà, et Meridian dans le Mississippi à 3h30 de route plus au nord. Et là, il y a 2 écoles de formation sur un avion d'entraînement. Voilà, et on passe. Alors là, c'est une aventure extraordinaire parce que aller se faire former en anglais, parler anglais, changer complètement, disons, bien sûr, s'extraire de sa famille, s'éloigner de ses proches et s'intégrer à un groupe d'Américains et être formé comme un pilote américain avec les mêmes standards, avec les mêmes cours. C'est vraiment vivre à l'américaine pendant 1 an et demi. Ça, j'avoue que c'est une expérience assez extraordinaire. Alors, c'est pas le Top Gun, parce que le Top Gun, c'est par la suite, c'est un stage de qualification supérieure pour les pilotes déjà chevronnés. Mais évidemment, les Américains sont très forts, sont très, très forts en show. Et quand vous arrivez sur la base, tous les jours, vous croisez un panneau sur lequel est écrit en énorme ici, nous entraînons des héros. Alors, il faut faire attention à pas avoir la tête qui enfle, mais les chevilles qui enflent, pardon, et à pas avoir la grosse tête. Mais en tout cas, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une formation extraordinaire avec des moyens américains là aussi extraordinaires qui permettent vraiment d'aller très très vite au résultat, c'est-à-dire qualifier les pilotes à l'appontage sur un avion d'entraînement qui ensuite, une fois de retour en France, pourrait être plus facilement transformable sur un avion de combat comme un Rafale Marine. Moi, à l'époque, c'était plutôt le Super Étendard quand j'ai commencé, mais c'est tout à fait similaire. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que je trouve qu'on en parle et en même temps, peut-être pas suffisamment. On a dit tout à l'heure que le porte-avions, c'était
il y avait un aspect nucléaire. Il est propulsé par 2 centrales nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les métiers et les expertises qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces centrales nucléaires? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on a du nucléaire? Ça sert à quoi? C'est quoi les avantages? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour le porte-avions Charles de Gaulle, ce sujet nucléaire? Alors effectivement, le porte-avions est alimenté en énergie nucléaire. Il a une centrale nucléaire avec 2 réacteurs nucléaires. Mais c'est bien une seule et même centrale avec 2 réacteurs qui font à peu près la puissance capable de fournir l'électricité à une ville comme celle de Toulon. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Donc ce sont 2 réacteurs nucléaires qui sont quand même plus petits que les réacteurs nucléaires que vous voyez certainement en France pour ceux qui habitent à proximité. L'objectif de cette énergie, c'est une énergie alors, qui n'est pas infinie, mais qui est quand même assez considérable et assez compacte. C'est de donner un maximum de puissance à un bateau qui est lourd, 42 000 tonnes, qui doit aller vite, jusqu'à 27 nœuds. À 27 nœuds, c'est quasiment 50 km/h. Pourquoi est-ce qu'il doit aller vite? C'est parce qu'il doit aller avancer face au vent, donner de la vitesse et du vent relatif aux avions qu'il va ensuite catapulter. Un avion, pour pouvoir faire des opérations, il a besoin de carburant, de bombes, de missiles, et donc il va être lourd. Plus il est lourd, plus il doit sortir de la catapulte rapide. Et donc pour atteindre cette énergie, la catapulte, eh bien, le nucléaire, c'est la meilleure énergie possible en termes de compacité pour atteindre cet effet-là. Et surtout, la compacité, c'est-à-dire gagner un maximum de place à bord pour tout le reste. Il faut imaginer que tous les jours, sur le porte-avions, on consomme le cœur nucléaire. On consomme l'équivalent de près de 2 sucres d'uranium, comme un sucre que vous mettez dans votre café. Alors, si on n'avait pas de nucléaire, il nous faudrait 400 mètres cubes. 400 mètres cubes, c'est un plein complet d'une frégate. Ah oui. Donc, quand vous remplacez les 400 mètres cubes par dessus, forcément, vous vous rendez compte que vous gagnez de la place. Et vous gagnez de la place pourquoi? Pour le carburant des avions, pour les bombes des avions. On a près de 300 tonnes de munitions à bord. Du carburant pour pouvoir voler pendant près de 2 semaines en autonomie, suivant les temps de vol, suivant la consommation évidemment. Des ateliers, un hôpital, des lieux de restauration, des zones opérationnelles, des hangars. Tout ça, c'est de la place qui est gagnée grâce au nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est aussi beaucoup d'autonomie, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut partir en mission, on ravitaille le bateau, on ravitaille le cœur nucléaire une fois tous les 7 à 10 ans. Donc, pendant 10 ans, on pourrait imaginer que le bateau parte en opération. Il faudra quand même le ravitailler, il faudra quand même reposer un peu l'équipage, évidemment. Mais voilà, c'est pas la technique qui est limitative, c'est plus l'humain. Et après, bien sûr, il y a des questions d'entretien courant qu'il faut assurer. On a un seul porte-avions et donc c'est pour ça qu'on est en train de faire de la maintenance actuellement, c'est qu'avec un seul porte-avions, et pour être au rendez-vous régulièrement des opérations, il faut repasser à la case maintenance tous les ans. Si on ne le fait pas, eh bien, on creuse une dette pour les années à venir et on peut se retrouver au dépourvu par la suite. Voilà. Alors, les spécialités qui fonctionnent, qui permettent à la centrale et au réacteur de fonctionner, alors il y a vraiment plein de spécialités. Le groupement qui s'occupe des chaufferies est important. Il y a les chaufferies nucléaires qui fournissent de la vapeur, comme une cocotte minute, qui fournissent de la vapeur à un système de propulsion, c'est-à-dire concrètement une ligne d'arbre, c'est-à-dire une hélice qui tourne. De la vapeur également à une usine électrique, c'est-à-dire de quoi alimenter en lumière et en énergie tous les équipements du bateau, et qui fournit de la vapeur également aux catapultes. Eh bien, dans chacun de ces domaines-là, nous avons des mécaniciens, des électriciens de différents niveaux, de différentes expériences. Pour ceux qui pilotent plus précisément le réacteur, c'est-à-dire les éléments d'accélérateur du réacteur, si vous voulez, le frein, les circuits, il nous faut des opérateurs électriques, réacteurs, des opérateurs de sécurité qui suivent une formation particulière sur le nucléaire. À l'école d'application de l'énergie atomique à Cherbourg, ils ont une fonction, un enseignement assez poussé, quasiment de niveau ingénieur, un cours qui dure près de 1 an et demi à 2 ans, suivant leur niveau de grade, et qui leur permet d'être complètement conscients de ce qu'est le nucléaire, la réaction nucléaire, les éléments de sécurité, les critères de sécurité, etc., etc. Et finalement, ce sont des profils très, très variés. Ce sont des marins qui sont rentrés très jeunes, pour certains,
sont rentrés peut-être avec peut-être tout juste le bac, et ensuite ils ont été formés au sein de la marine. Et pour d'autres, ce sont peut-être des marins qui ont un bagage académique un peu plus important et qui vont arriver directement au niveau de grade officier. Voilà. Mais la marine a pour toutes ces étapes et tous ces niveaux de grade et spécialités des formations qui permettent de faire opérer les réacteurs nucléaires du Charles de Gaulle, avec bien sûr une vraie communauté culturelle et en termes de compétences avec les sous-marins. Parce que vous le savez, nos sous-marins sont nucléaires. Et d'ailleurs, les 2 réacteurs du Charles de Gaulle sont des réacteurs très similaires, voire quasi identiques à ceux des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Très clair. Ce que j'essaye de montrer ici, c'est qu'en fait, le porte-avions, c'est pas que pour des pilotes. On sait que y a plein de jeunes que Top Gun a fait rêver. Certains deviendront pilotes, mais tous ne pourront pas l'être. Donc finalement, il y a plein d'autres moyens de pouvoir être potentiellement à bord du Charles de Gaulle, de vivre la vie en équipage sur ce fleuron de la Marine nationale et de participer à la mission, même si soi-même on n'est pas pilote et qu'on ne vole pas. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a énormément de monde à bord du Charles de Gaulle. Moi, on m'a toujours dit que dans la marine, on mangeait extrêmement bien et que c'était extrêmement important de bien nourrir les marins. Comment on fait pour faire manger 2000 personnes, voire 3000, une fois qu'on prend un petit peu tout le groupe embarqué, 2000 personnes, c'est combien de repas, c'est combien de personnes qui font ça et c'est des. Enfin, vous confirmez qu'on mange très bien dans la Marine nationale et à bord du Charles de Gaulle particulièrement? Alors, je confirme qu'on mange très très bien. Il faut effectivement reconnaître les talents de nos cuisiniers. On a parmi les meilleurs cuisiniers, alors je ne vais pas dire des forces armées, je ne vais pas être prétentieux à ce moment, mais c'est vrai qu'on a une réputation à tenir, c'est sûr. Et ils le font très très bien. Et d'ailleurs, ils sont très recherchés ensuite au moment de la reconversion par les grands chefs. Moi, j'ai mon chef responsable de la distribution qui est parti récemment chez Paul Bocuse. Voilà. Oui. Voilà, on est vraiment à ce niveau-là. On est à des niveaux d'expertise et de compétences culinaires qui sont ensuite du niveau de la très haute, très grande restauration. Et bien sûr, c'est un marin qui a commencé entre guillemets par la base. Hein. Il a commencé par l'école Mestrance, il a d'abord été cuisinier, puis ensuite il a gagné en compétences, et puis ensuite il s'est retrouvé manager, il a supervisé son secteur, et puis il avait presque 25-30 ans d'expérience embarquée. Effectivement, c'est important la nourriture à bord d'un bateau. Quand vous êtes sur un bateau, vous êtes éloigné, vous êtes en opération, c'est exigeant. Il y a un peu de travail de nuit pour certains. Il faut être en forme. Et la nourriture fait partie de l'entretien du moral et aussi de l'énergie qu'on doit donner à nos marins. Donc pour ça, on cultive on va dire une haute exigence. On a sur le Charles de Gaulle, on distribue 4000 repas par jour, plus les petits déjeuners. C'est vraiment une organisation de niveau industriel, qui peut être d'ailleurs très différente de celle d'une frégate. Et souvent d'ailleurs, on a sur le Charles de Gaulle, les chefs de section, de secteur sont souvent des marins expérimentés parce que c'est pas simple d'organiser voilà, tous ces repas. Il faut imaginer que quand on parle de missions aériennes, d'un porte-avions, toute la nuit, on a des équipes qui se relaient. Les mécaniciens qui assurent la maintenance des avions, ils travaillent toute la nuit. Donc celui qui prend entre guillemets son quart à minuit, il faut qu'il puisse se restaurer à 23 heures, alors que peut-être il a dîné à 18 heures. Il faut qu'il puisse ensuite éventuellement prendre un petit déjeuner en sortant de son quart. Ce sont des équipes avec des rythmes très différents. Et donc, le service de restauration est vraiment plugué avec la finalité opérationnelle. Il a conscience des rythmes, par exemple, des pilotes. Pilotes qui partent en vol à 7 heures du matin, ils vont briefer à 5 heures. Ça pour les missions opérationnelles longues. Ils vont se lever peut-être à 3h30, donc petit déjeuner à 4 heures. En même temps, comme je l'ai indiqué, à 23 heures, il y aura certainement une restauration pour les équipes qui prennent à minuit. Bref, ce sont beaucoup de rythmes très différents, et donc il faut que les équipes restauration soient pleinement conscientes de la finalité du bateau et soient vraiment en attention de ces particularités. Et puis après, il faut distribuer à la grande échelle. Donc on a des installations, des cuisines extraordinaires. Hein. Moi, je les ai visitées encore récemment. Ce sont des installations assez modernes, enfin très modernes, avec ce qui se fait de mieux en termes de
de four, d'automatisation, de la cuisson, régulation. Bon, je ne suis pas du tout un expert, donc je parle très très mal, mais en tout cas, je vous assure que c'est pas la haute technologie, mais c'est quand même assez technologique. On ne se rend pas compte que dans une cuisine de ce niveau-là, on arrive à automatiser autant les choses, justement pour faciliter la distribution et le besoin voilà, des 4000 repas par jour. Voilà. Merci, merci commandant. Alors je vois que les jeunes s'impatientent et je vous promets que dans quelques instants, je vais prendre vos questions. Le temps de vous inviter à aller voter les dernières questions. J'ai une dernière question pour le commandant. Le porte-avions, il dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le temps où vous êtes en mission. Est-ce qu'il y a des moments quand même de repos, de décontraction, de fun, j'ai envie de dire, entre vous? Et qu'est-ce qui se passe pour justement créer cette continuité au fur et à mesure sur le porte-avions? Alors, quand on dit que le porte-avions ne s'arrête jamais, ça ne veut pas dire que les gens ne se reposent pas. Hein. Évidemment, si on a des équipes qui se relayent, c'est bien pour que les équipes qui tentent puissent se ressourcer. Alors, en mer, au quotidien, typiquement, on fait très attention à la maîtrise du bruit. Alors, quand on catapulte des avions, quand on les fait apponter, ça fait un peu de bruit. Néanmoins, suivant les zones de logement, on arrive, bien sûr, les gens arrivent à se régénérer. Beaucoup d'activités sportives tout au long de la journée, parce que pour compenser voilà, où la fatigue, se ressourcer et puis se détendre, c'est un bon moyen aussi d'y parvenir. Et puis surtout, on fait des arrêts dans l'activité, ce qu'on appelle les no-fly days. Une fois, voilà, ça dépend de la situation opérationnelle, évidemment, mais on a aussi on a ces périodes dans lesquelles on stoppe un petit peu l'activité, on profite de bon temps sur le pont d'envol. Voilà, on fait un footing, on fait un challenge sportif, on fait un barbecue, on fait une projection de cinéma sur le pont d'envol. J'ai fait ça sur le Charles de Gaulle, c'est extraordinaire. À la nuit étoilée, une projection d'un film au pied de l'îlot, alors que voilà, dans une zone évidemment il faut qu'il fasse un peu chaud quand même, mais en zone tropicale c'est tout à fait le cas. Ce sont des souvenirs extraordinaires et voilà, on a ces moments où on peut cultiver à la fois l'esprit d'équipage. Et puis encore une fois, au quotidien, il y a la vie de carré. La vie de carré, c'est la vie d'un groupe de personnel d'une même catégorie qui vont se retrouver ou sur le lieu de restauration, dans leur lieu de détente, qui peut être un bar, une salle de distraction, et vont faire des activités ensemble. Donc, on a un comité de distraction qui anime. On a une télévision à bord et on communique vers l'équipage, et puis on donne des nouvelles, on organise des jeux entre les carrés, justement. Enfin, voilà, nos jeunes ont plein de bonnes idées. Il y a aussi les tournois de jeux vidéo. Il y a beaucoup de communication aussi avec les familles qu'on entretient par visio. Alors, c'est plus facile, il faut reconnaître, en escale qu'en mer, parce qu'on a un débit qui est assez limité en mer. Donc, c'est plutôt uniquement le téléphone en mer. Néanmoins, quand on est en escale, on contribue beaucoup. On fait des webinaires exactement comme celui qu'on est en train de tenir actuellement. On en fait régulièrement avec nos familles. Et ça soude quand même pas mal l'équipage. Voilà. Et au quotidien, comme je disais, beaucoup d'activités sportives, des activités de pont libre où on va courir le long du pont avant que les avions ne soient catapultés. Parfait. Du coup, je vous propose de prendre les questions que les jeunes ont posées et qui sont nombreuses. Juste avant, de vous dire qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 2 marins qui ont servi sur porte-aéronef et qui viendront compléter sur le chat par écrit les réponses du commandant sur des sujets de recrutement bien spécifiques. Donc, je dis bonjour et merci à la maître Cerise et à la seconde maître Laetitia qui, du coup, viendront compléter les réponses du commandant si vous avez des questions hyper spécifiques de recrutement sur lesquelles elles pourront apporter plus d'informations. Alors, la première question qui a reçu le plus de votes, c'est celle de Kilian, qui a 17 ans. Alors, MFR de Gionge, je ne suis pas sûre de comprendre ce que ça veut dire, mais peut-être que d'autres comprendront. Et sa question, c'est quel grade faut-il avoir pour être admis sur le porte-avions? Est-ce qu'il y a un grade minimum pour être admis sur le porte-avions? Non, il n'y a pas de grade. Et alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'âge, mais presque, parce que j'ai actuellement dans l'équipage des mineurs. Alors, on a des jeunes marins qui se lancent en tant que jeunes matelots, qui vont rentrer à 16 ans et qui vont arriver au terme de leur formation, qui dure à peu près 1 an, à 17 ans, qui vont se retrouver sur le porte-avions. Il n'y a pas de grade minimal, donc ça peut être matelot jusqu'à amiral, contre-amiral, pour l'amiral qui commande l'ensemble du groupe aéronaval.
Alors, merci Hippolyte qui me dit que MFR, ça veut dire Maison familiale rurale. Et je crois que la marine recrute dès la 3e. Donc, justement, des jeunes qui peuvent avoir 16 ans, arriver, être formés directement par la marine nationale et pouvoir aller directement servir à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, on met en place un tutorat parce que ce sont des mineurs, donc il y a un cadre particulier pour leur permettre de mener une activité professionnelle sur un navire de guerre. Alors, en opération, en général, il faut avoir minimum 18 ans, puisque pour les questions de responsabilité, quand il s'agit de prendre un risque opérationnel, les mineurs ne sont pas tolérés. Néanmoins, quand on commence à 17 ans sur le porte-avions, on fait rapidement un cycle et on est déployé en opération l'année suivante, ce qui permet d'avoir l'expérience suffisante pour ensuite être déployable. Alors, la prochaine question nous vient d'Aurélien, qui a 26 ans et qui est candidat pour rejoindre la Marine nationale, nous dit-il. Sa question, c'est « Bonjour, commandant. Est-ce que le second porte-avions en projet, donc le porte-avions nouvelle génération, sera d'une dimension comparable au Charles de Gaulle ou sera-t-il davantage comparable à un classe Nimitz américain ?» Alors, très bonne question. Il sera plus grand. Pourquoi il sera plus grand? Parce qu'il y a un lien direct entre l'avion et le porte-avions. Le Rafale Marine a été conçu pour le Charles de Gaulle a été conçu pour le Rafale Marine. Et d'ailleurs, quand on a intégré un nouvel avion comme le Hawkeye, pour ceux qui s'en souviennent, un avion de guet aérien d'alerte avancée, qui est un avion américain, un peu plus lourd que le Rafale, il a fallu qu'on fasse une légère extension de la piste oblique pour lui permettre d'avoir suffisamment de marge à l'appontage dans ses manœuvres, pour pouvoir le ranger plus facilement. Donc, il y a un lien direct entre les masses d'un avion et les dimensions du porte-avions. Donc le PNG, porte-avions de nouvelle génération, qui prévu d'être admis au service actif en 2038, avec début des essais en 2036, il va être dimensionné sur ce que sera le futur système de combat aérien, le SCAF, qui est un avion dont un des composants est un avion de chasse, qui sera plus gros que le Rafale. Et donc les dimensions du PNG devraient être de l'ordre de à peu près 300 mètres, donc c'est-à-dire près de 30-35 mètres de plus que le Charles de Gaulle, et il sera près de 65 000 tonnes à peu près. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est de cet ordre-là, quand le Charles de Gaulle en fait 42 000. Donc, on n'est pas encore sur un classe Nimitz. Nimitz, c'est plutôt 90 000, 100 000 tonnes. On est légèrement plus petit, plus léger, mais ça restera quand même un vrai changement d'échelle pour la Marine nationale. Merci. On a une question d'Isaline, qui est élève en première au lycée Jean-Michel dans le Jura, qui demande qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever tous les matins en tant que commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Alors, en ce moment, on va dire tous les jours, on a une bonne raison. Ça peut être l'objectif opérationnel du jour. Là, moi, pour résumer, ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, c'est le plaisir et le bonheur d'être au sein de l'équipage, au sein des marins du porte-avions, avec les marins du porte-avions. Parce que, pour ceux qui ont peut-être, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont eu l'occasion de le voir de près ou de loin, mais moi, je vous incite, en tout cas pour les PMM, on les accueille bien volontiers à bord du porte-avions, c'est le cas régulièrement. Vous allez voir ce que rayonnent comme énergie les marins, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et moi, en tant que commandant, tous les jours, j'avoue que c'est extrêmement motivant de voir cette énergie humaine. Alors bien sûr, il y a la grandeur technologique du porte-avions, c'est certain, c'est un bateau qui est magnifique. Tous les jours, qu'on soit en arrêt technique, qu'il fasse beau ou pas beau, quand on arrive au pied de l'étrave, c'est magistral. Le bateau est superbe. Et donc, forcément, on a envie de rentrer à bord. Mais bon, moi, au-delà de ça, j'ai déjà passé cette étape-là et j'avoue que la richesse humaine, elle me stupéfait chaque jour. Merci, commandant. On a une question de Raphaël, qui a 16 ans, qui est étudiant au lycée Condorcet de Lens et qui est un ancien stagiaire de la PMM d'Arras. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais je la pose quand même, puisqu'elle est très votée. Que pensez-vous des missiles hypersoniques développés par la Russie et la Chine? Et est-ce que la France et ses alliés envisagent de répondre à cette menace? Je pense que la technologie développée par typiquement les Russes ou d'autres, les Chinois, effectivement, qui ont misé sur l'hypervélocité, est un choix tactique et stratégique majeur qui permet en fait d'égaliser et de faire peser une menace très crédible sur des forces. Ça a un effet nivelant. Qu'est-ce qu'on entend par effet nivelant? C'est-à-dire qu'avec quelques armes bien choisies
technologiquement très abouti. Vous pouvez faire peser une menace qui va compenser peut-être un effet de masse, comme typiquement disposer de forces importantes à terre, d'emprises terrestres importantes, d'une force aéronavale importante. Il suffit d'avoir simplement cette menace, faire peser cette menace qui est extrêmement, on va dire, technologiquement avancée et qui semble, sur le papier en tout cas, imparable. Vous avez déjà franchi au plan stratégique, vous avez atteint un effet intéressant. Ce que j'en pense, c'est comme toute arme, il ne faut quand même pas se leurrer, ça aussi c'est une arme qui a des vulnérabilités, sur lesquelles forcément, nous, n'étant pas dotés d'armes hyper véloces à ce stade, on analyse énormément avec le service de renseignement quelles pourraient être les faiblesses de tel ou tel système. Il faut savoir qu'une arme n'est pas hyper véloce sur l'ensemble de sa trajectoire. Il y a des phases pendant lesquelles il peut être potentiellement le missile peut être plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Il y a des phases de vulnérabilité. Et c'est dans ces phases de vulnérabilité que, justement, le principe de la tactique, c'est de les analyser et de positionner ces armes qui disposent, elles, de force, mais aussi de faiblesse, mais de force à faire valoir dans les bons intervalles. Que font les alliés à ce stade? Premièrement, réfléchir aux tactiques pour les contrer, ces missiles. Et deuxièmement, l'hypervélocité est également à l'étude au sein des forces occidentales. Les Américains en développent. Voilà, nous, on était assez pionniers en matière, non pas d'hypervélocité, mais de missiles supersoniques, puisqu'on a des missiles de croisière avec des statoréacteurs qui sont très rapides. Voilà, on dispose de technologies en Europe qui pourraient être exploitées pour atteindre des performances identiques. Mais à ce stade, pour répondre plus précisément, au moins en tout cas à court terme, nous on travaille surtout sur les tactiques pour contrer ce type de missiles qui ont des vulnérabilités et pour le coup, être mobile sur mer, c'est d'abord une première arme, puisque voilà, vous êtes un point qui n'arrête pas de bouger, c'est plus compliqué de vous suivre et de vous atteindre. On a une question de Léo, qui est un ancien stagiaire de la PMM QC Vichy et qui est élève en terminale au sein de la classe défense du lycée Paul Constant à Montluçon. Il demande si après une opération des yeux, on peut tout de même devenir pilote de chasse. Alors là, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Quand j'étais pilote, oui, avant même d'être pilote, ce n'était pas possible. Je crois que ça l'est, mais ça s'est soumis à une étude, peut-être une demande de dérogation, en tout cas une étude médicale particulière. Donc, je pense qu'il faudrait me poser la question à un centre d'expertise du personnel navigant qui saura dire. On a aussi avec nous la maître Cerise qui, je crois, est en train de préparer une réponse que je vais pouvoir vous lire dans un instant pour vous donner un peu plus d'informations. Ce que je vous propose peut-être, c'est que pendant que la maître Cerise nous répond, on passe à la prochaine question et je viens vous donner la réponse à cette question dans quelques instants. Mais promis, je ne vous oublie pas. Julien, qui ne m'a pas donné d'informations ni sur son âge, ni sur sa formation. Il demande combien d'heures d'entraînement physique faites-vous par jour et quel exercice faites-vous pour votre corps de métier? Alors, est-ce qu'on fait un exercice différent en fonction de son grade ou en fonction du métier qu'on fait? Ou est-ce qu'on fait tous le même exercice et comment ça marche? Alors, pour être certain de bien comprendre la question, on parle d'exercice physique? Entraînement physique, oui. Entraînement physique. Je vais peut-être casser un mythe, mais le pilote de chasse n'est pas forcément un athlète qui joue au volleyball, au beach volley. C'est pas forcément ce qu'on demande à un pilote de chasse. Maintenant, l'entretien d'une forme physique suffisante est nécessaire et donc chacun trouve sa manière de s'entretenir. Je dirais qu'elle est aussi importante pour le plan physique que pour le plan moral, enfin le plan psychique. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Déjà, pour les sélections, il y avait un certain nombre d'épreuves. Donc, beaucoup de courses à pied, un peu de cordes. À l'époque, il y avait des cordes à faire. Voilà, les exercices un peu typiques, pompe, abdos classiques, et puis un peu d'athlétisme. Ça, c'est une base de départ qui est très bonne. Et la natation aussi. Natation aussi qui est importante. C'est une base de départ, je pense, qu'il y a un socle commun à beaucoup de sélections physiques initiales. Voilà. Personnellement, moi, ce que j'ai toujours beaucoup pratiqué, enfin, couramment pratiqué, c'est plutôt voilà, tout simplement le footing, le vélo et un peu de natation. Voilà, maintenant, il ne faut pas s'en faire une montagne. Moi, je sais que
Avant d'entrer dans la marine, je m'imaginais des entraînements de 2 heures par jour, comme la Patrouille de France ou les Blue Angels. Non, c'est pas ça. Le quotidien du pilote de chasse, c'est beaucoup de travail, de préparation des vols, d'exercice. Le vol est un exercice physique en soi, et c'est surtout un peu de renforcement musculaire au niveau du cou, des abdominaux, du travail sur le souffle et du travail sur notamment la natation est assez utile pour ça. Voilà, et puis moi aujourd'hui, pour répondre plus couramment à la question, moi je fais plutôt du vélo. Je profite voilà, des bouchons de la ville de Toulon pour optimiser mes trajectoires en vélo, et donc je fais mes allers-retours en vélo, et ça me fait à peu près 40 minutes d'exercice par jour, et c'est plutôt utile. Merci, commandant. Alors, pour revenir sur la question de Léo tout à l'heure, on a la maître Sorins qui nous a apporté quelques informations. Donc, l'aptitude pilote est possible après opération, mais sous certaines conditions qui sont arrêtées par les services de santé des armées. Donc voilà. C'est déjà très bien par rapport à ce que j'ai pu connaître. Hein. Parce que vous, à votre époque, c'était pas possible. Exactement. Ouais. Super. On a une question de Dany qui a 17 ans. Ouh là là, ça bouge. Oui. Et qui est étudiant au lycée privé Albert de Main à Nogent-sur-Marne. Il demande quelles sont les voies d'accès possibles au poste d'officier autres que la voie royale. Alors, j'imagine que la voie royale, c'est l'école navale. J'imagine qu'il parle de l'école navale, oui. OK, qui se fait après des classes préparatoires scientifiques. Donc, il y a d'autres moyens de devenir officier, notamment des officiers sous contrat. Est-ce que vous voulez répondre à la question ou est-ce que vous voulez qu'on demande Je dirais que pour faire simple, la marine a vraiment diversifié ses voies d'accès au cursus d'officier. Diversifié dans le sens où, quel que soit votre point de départ académique, vous avez forcément une option. Le facteur limitant va juste potentiellement être l'âge. Et en l'occurrence, si j'ai bien compris, le jeune garçon à 17 ans, c'est ça, le jeune homme à 17 ans, bon, voilà, donc il est largement dans la fenêtre. Et donc, il a, à chaque moment de son parcours, il aura la possibilité, en allant sur lamarinerecrute.fr, il verra qu'il a la possibilité de rentrer dans un cursus officier et dans plusieurs spécialités différentes. C'est-à-dire qu'il ne sera pas cantonné à un type de spécialité. Il y a vraiment aujourd'hui un éventail très large, ce qui n'était pas mon cas, qui n'était pas le cas à mon époque. Aujourd'hui, il y avait la voie royale, concrètement l'école navale à poste prépa. Il y avait le recrutement interne pour les officiers mariniers, c'est-à-dire les sous-officiers qui devenaient officiers en voie interne. Et puis après, il y a les officiers de réserve en situation d'activité à l'époque. Voilà, c'était trois grands types. Voilà, aujourd'hui, c'est très très différent. Moi, à bord du Charles de Gaulle, j'ai des jeunes officiers qui ont déjà une première expérience professionnelle. Par exemple, chez un industriel de l'armement ou un industriel ou une PME, par exemple, et qui se lancent dans un contrat court et qui aujourd'hui travaillent au bureau des vols. C'est-à-dire qu'ils organisent les vols, la préparation des vols des pilotes de chasse, la réalisation des zones aériennes. Et en fait, cette première expérience, peut-être une première marche pour ensuite embrayer sur une carrière d'officier opération au sein de la marine. C'est un contrat court de 4 ans voilà, qui leur donne un premier aperçu. On a des volontaires officiers aspirants qui vont faire pendant 1 an la découverte de la marine, qui ont la vocation peut-être à revenir dans un milieu professionnel civil et qui auront eu cette expérience et qui pourront faire valoir par la suite dans des hautes fonctions d'entreprise, ou alors embrayer sur un contrat d'officier sous contrat. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la marine, c'est qu'on donne les mêmes perspectives à un officier de marine sous contrat qu'à un officier de marine de carrière qui est rentré par la voie dite royale. Les mêmes perspectives de commandement, d'accès à un avancement de la même nature. Quand je dis l'avancement, c'est le monter en grade, hein, c'est accéder à des grades de niveau supérieur. Et ce qui fera la différence, c'est l'évaluation annuelle. Tous les ans, nos officiers sont évalués. On est en plein dans la période actuelle. On reçoit les officiers pour leur communiquer leur notation. Ils sont notés sur les services rendus, mais également ils sont évalués sur le potentiel qu'on estime d'eux capables de délivrer au sein de la marine pour des fonctions. Donc on essaie de se projeter, on essaie de les projeter également, et on leur donne des perspectives. Et ça vient en complément d'un dialogue qui est entretenu avec les DRH de spécialité qui leur donnent voilà, des voies possibles d'emploi dans les prochaines années.
On a une question d'Hugo qui a 23 ans et qui est actuellement un candidat EOPAN. Donc, l'EOPAN, c'est élève officier pilote de l'aéronautique navale, qui demande si vous pourriez nous décrire le quotidien des pilotes lorsqu'ils sont embarqués sur le Charles de Gaulle. Eh bien, oui, donc les pilotes vivent au rythme des vols, hein, des vols des avions, c'est normal. Ils vivent au rythme des opérations, et donc on a ce qu'on appelle un planopère, qui est un plan d'activité aérienne qui est établi la veille et qui dit, voilà sur la journée, tous les vols qui vont être réalisés. Et donc les pilotes, un petit peu comme des joueurs de foot sur une feuille de match, vont retrouver leur nom à un certain nombre d'endroits désignés par leur commandant de flottille pour voler dans différentes missions. Et en fonction de l'heure de cette mission, eh bien, ils ont des préparations de vol à faire. Et donc, le quotidien, c'est très certainement le lever suivant l'heure du premier vol, le lever aux alentours des 7h, 7h30, préparation de vol classique pendant la matinée, un catapultage en fin de matinée, un appontage en tout début d'après-midi, ensuite un repas, et puis ensuite, s'ils ont la chance, s'ils sont qualifiés à l'appontage de nuit, ils vont peut-être faire un deuxième vol un peu plus simple ou en soirée ou dans la nuit. On a des règles d'amplitude maximale, hein, parce qu'il faut assurer le repos physiologique des pilotes pour qu'ils soient complètement dans leur cockpit en permanence, attentifs, vigilants. Mais voilà, c'est vraiment ça. Ils vivent au rythme des vols. Et puis, en dehors de ces vols, de ces formations, de ces briefings qu'ils sont amenés à préparer, s'il y a un jour où ils ne volent pas, par exemple, ils peuvent se retrouver responsables de la supervision des vols, c'est-à-dire qu'ils vont assurer l'écoute auprès de mon officier aviation qui se trouve dans la passerelle, qui va regarder ce qui se passe sur le pont d'envol et en l'air, et qui va l'assister, qui va être capable de voir s'il y a une situation délicate qui est en train de se développer, qui va être capable d'assister un pilote en cas de panne, et donc il aura la checklist de l'avion, enfin, très concrètement. Il saura parler au pilote à la radio pour lui dire, voilà, en fonction de ta panne, je te recommande de faire ça. Et il va vraiment contribuer à la gestion de l'aviation à bord, non pas en tant que pilote dans le cockpit, mais en tant qu'officier expert dans la mise en œuvre de l'aviation à bord du porte-avions. Voilà, puis il y en a d'autres qui font du sport, qui préparent des formations. Enfin bref, c'est un quotidien assez rempli et on ne voit pas le temps passer. C'est passionnant. Alors, on a Arthur qui a 18 ans, qui est dans un lycée à Paris et qui aimerait s'engager en tant que monton-vol sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il demande si c'est un métier physique, mais moi, j'ai déjà envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour toutes les personnes qui, comme moi, ne connaissent pas? Et après, est-ce que c'est un métier physique qui est la question d'Arthur? Matelot de pont d'envol, c'est un opérateur de pont d'envol qui va il peut avoir plusieurs fonctions à bord, mais c'est un opérateur qui aura un maillot bleu, casque bleu sur le pont d'envol, et qui va contribuer à ranger les avions, les amener dans le hangar, les sortir du hangar, assurer leur sécurité lors de la phase de mise en route des réacteurs, action vitale, c'est-à-dire les vérifications qu'on fait sur l'avion avant qu'il puisse partir en vol. Et puis ensuite, après leur retour de mission, la mise en sécurité. Et quand on parle de mise en sécurité, très concrètement, les matelots pont d'envol tiennent des grosses chaînes, des saisines, pour accrocher les avions dans toutes les phases où ils sont statiques sur le pont d'envol, de manière à assurer leur sécurité, parce qu'un bateau peut bouger, il peut faire mauvais, le bateau peut tanguer, rouler, etc., même s'il y a des systèmes de stabilisation. Et donc, pour sécuriser l'ensemble, on a des matelots de pont d'envol qui viennent accrocher l'avion sur le pont d'envol. Au-delà de ça, on en a d'autres qui vont conduire des tracteurs pour faire bouger les avions sur le pont d'envol. Il faut imaginer que les avions, ils ne font pas que bouger en vol, ils bougent énormément sur le pont d'envol et dans l'hangar, en permanence. Parce qu'on a besoin d'espace, de générer de l'espace pour assurer des maintenances, des dépannages. On a besoin de préparer les avions, et puis toute la journée, du matin jusqu'au soir. Alors, en fonction de ce plan d'activité aérienne que j'ai décrit. Alors, donc, ça peut être assez physique, oui, c'est physique, mais là aussi, c'est passionnant parce que ce sont des gens qui sont vraiment au cœur, ils sont à quelques centimètres de l'avion. Ils ont des systèmes de protection auditifs, protection visuelle, ils ont des genouillères pour éviter les chocs. Ils font vraiment corps avec l'avion, ils assurent sa protection. Et alors oui, c'est un peu physique, effectivement, parce qu'ils sont vraiment aux éléments. Il y a toujours beaucoup de vent sur le pont d'envol. Il peut faire chaud, faire très froid.
mais ils font vraiment partie de la manœuvre aérienne et c'est assez grisant quand on est sur un pont d'envol de voir cette puissance, la puissance d'un avion de chasse. Là, on arrive sur la fin du webinaire, mais il y a plein de questions, donc on va peut-être essayer d'en prendre plusieurs et d'essayer d'aller rapidement. Oui. On a des questions déjà sur votre parcours, parce que c'est vrai qu'on est passé très vite et qu'on n'a pas parlé de votre parcours. Donc déjà, comment vous avez fait pour rejoindre l'école navale? Qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de l'école navale? Et puis, on a une question qui vient faire la suite, c'est comment on passe de pilote de chasse à un poste de commandant tel que Pacha du porte-avions? C'est beaucoup de questions d'un coup, mais peut-être rapidement, si vous pouvez nous rappeler votre parcours. Je vais aller très vite. J'ai fait donc classe prépa, école navale, pour ensuite rentrer à l'école navale. Alors, quand on rentre à l'école navale, on rentre pour être officier de marine. C'est vraiment la base de la formation de tous les officiers de marine. C'est être un marin. Et qu'on soit amené à devenir pilote, plongeur, commando, plongeur des mineurs, officier surfacier ou sous-marinier, au départ, on a tous une formation d'officier de marine. Ça sera intéressant pour la suite. Moi, je suis arrivé à l'école navale, je voulais devenir pilote, évidemment, mais je connaissais absolument pas le milieu, donc j'ai bénéficié d'un certain nombre d'initiations à l'aviation qui m'ont beaucoup plu. Et puis ensuite, je me suis lancé dans la sélection en vol. J'ai été retenu. Je suis parti aux États-Unis, comme j'ai indiqué tout à l'heure, après un tronc commun et une spécialisation chasse. Et ensuite, j'ai été qualifié sur super-étendard, puis sur Rafale quelques années plus tard. J'étais donc pilote de chasse. Et comme je l'ai dit, j'étais d'abord officier de marine. Après une carrière de pilote, j'ai pu revenir en tant qu'officier de marine dans une filière de commandement, ce qu'on appelle un recyclage surface. Je suis redevenu un officier de marine comme tous les autres. Et pour me positionner sur des postes de commandement, d'abord de commandant adjoint sur un porte-hélicoptère amphibie, puis de commandant sur frégate, de commandant adjoint sur le Charles de Gaulle, et puis j'ai eu la chance d'être désigné commandant du porte-avions parce que j'avais passé l'essentiel de mon expérience embarquée sur le Charles de Gaulle. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a vraiment un tronc commun qui est officier de marine et qui ouvre d'énormes possibilités tout au long de la carrière et aussi en cas d'échec. Parce que moi, j'avais en tête ça, étant fils de médecin, que l'échec pouvait arriver à tout moment pour des raisons médicales ou pour des raisons de niveau, et que j'ai trouvé que la marine offrait justement cet éventail de métiers possibles très attractifs. Parce que justement, la marine forme au fur et à mesure et donne des nouvelles opportunités à ces marins pour les développer et leur permettre de grandir au fur et à mesure et de se développer avec des nouvelles responsabilités et des nouveaux qui vont avec le grade aussi. Alors ça, c'est clair, c'est le principe de notre organisation au sein de la marine, c'est vous rentrez jeune, sans expérience, et on vous amène le plus loin possible là où vous voudrez aller en fait. Avec bien sûr les compétences que vous devrez développer, parce que tout ça, ça vient pas, c'est bien des efforts que chacun doit faire. Néanmoins, on vous offre les perspectives que vous souhaitez atteindre. Il n'y a pas d'effet tunnel. Au contraire, vous avez plein d'options et on vous donne la possibilité de vous relancer avec des écoles de niveau 1, de niveau 2, c'est-à-dire des écoles qui permettent de développer les compétences, de monter en gamme en termes de responsabilité. Il y a l'école de guerre aussi, notamment, qui permet d'accéder à des fonctions de niveau supérieur. Et puis après l'école de guerre, il y a le centre des hautes études militaires à Paris. Je vous propose de prendre la dernière question avant de vous donner des bonnes nouvelles. Alexandre, qui a 17 ans, qui a fait une PMM l'année dernière, il sera en classe préparatoire l'année prochaine, il aimerait intégrer l'école navale pour devenir pilote, ou bien faire une école d'ingénieur et puis après et au PAN, donc on en parlait tout à l'heure. Il pose une question. Maintenant que vous êtes commandant du porte-avions, est-ce que vous continuez à voler pour garder vos qualifications? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vole encore quand on est commandant du porte-avions? Alors, on peut voler en tant que passager. Moi, sur le Charles de Gaulle, on a beaucoup de choses, et notamment, on a un simulateur de vol. Donc, je continue à faire du simulateur de vol de Rafale Marine, mais non, je ne me suis pas relancé dans le pilotage du Rafale. Alors, il faut savoir que les Américains, les commandants de porte-avions américains le font. Ils ont été pilotes de chasse et ils se remettent à voler en tant que commandant du porte-avions. Ça peut donner un regard assez intéressant sur ce qu'est le porte-avions et quelles sont ses performances. Moi, je n'ai pas, j'avoue que j'ai pas vraiment le temps de faire ça, mais le simulateur est déjà très bien. Et puis voilà, je laisse la place aux jeunes. J'ai tourné la page. Maintenant, chacun son métier. Donc, je continue à voler, mais plutôt en passager. Commandant, si je devais retenir 3 points de notre échange qui étaient très riches,
Dites-moi si j'oublie quelque chose. Le porte-avions Charles de Gaulle, il rassemble des marins qui sont issus de toutes les spécialités de la marine. On y retrouve à bord tous les métiers de la marine. Quand le porte-avions est déployé en mer avec son escorte de frégates et de sous-marins pour effectuer les opérations, ce sont près de 3000 marins qui sont déployés en mer. Les avions qui décollent de tous les navires de combat sont et appartiennent à la Marine nationale. Et donc, dans ce cadre-là, la Marine recrute et forme des jeunes dans les métiers de l'aéronautique navale. Je crois qu'il y a 350 recrutements chaque année. Et derrière, peut-être le dernier point aussi qui m'a marqué, c'est que le porte-avions, à l'instar des sous-marins, est doté de réacteurs nucléaires, que c'est un environnement technologique et de souveraineté de pointe que la marine française maîtrise parfaitement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois sujets? Est-ce que j'ai bien retenu? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Excusez-nous. Du coup, je vais vous demander si les éléments que j'avais donnés vous semblaient bons pour rappeler les 3 points principaux que j'avais retenus du webinaire, mais vous n'avez sans doute pas entendu les éléments que j'ai mis en avant. Du coup, ce que je vous propose, c'est juste peut-être de vous inviter à donner un mot de fin aux jeunes avec un conseil peut-être pour la suite de leur parcours et peut-être venir vous rejoindre demain à bord du porte-avions Charles de Gaulle et puis vous remercier pour le temps que vous avez passé à nos côtés. Écoutez, merci à tous. J'étais très heureux de pouvoir partager mon expérience avec vous. Moi, je vous incite vraiment à explorer les possibilités que vous offre la marine. Moi, j'en ai été, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais absolument pas enclin au départ à rentrer dans la marine. La marine n'a fait que me surprendre en bien. Voilà, encore très récemment en me nommant commandant du porte-avions. Et donc, vraiment, je vous incite à franchir ce pas et vous ne serez vraiment pas déçus des opportunités que la marine peut vous offrir. Je vous incite à tenir vos convictions, à tenir vos motivations et à travailler pour vous dépasser et atteindre le niveau. Et on sera très, très heureux de vous retrouver à bord, soit moi ou mes successeurs à bord du porte-avions. Ça sera un vrai plaisir de faire vivre notre jeunesse qui prend le relais. Et sachez qu'en tout cas, c'est une vraie satisfaction de pouvoir le faire au quotidien. Donc, merci à tous et à très vite, j'espère. Merci commandant, merci Sébastien. Moi, je voulais aussi remercier les jeunes qui ont été présents en nombre ce soir. M'excuser de ne pas avoir pu prendre l'ensemble de vos messages et de vos questions, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a 400 marins qui sont ravis d'échanger au quotidien avec vous sur Major Glacis. Donc, si vous êtes intéressé par le métier de la Marine nationale, de nombreux de ces marins sont présents aussi à bord du Charles de Gaulle. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à échanger avec eux. N'hésitez pas à aller leur poser des questions. Quant à nous, c'était le dernier webinaire de la saison, donc je vais vous souhaiter de très, très bonnes vacances à tous. Plein de succès pour ceux qui sont en train de passer des concours, des recrutements pour entrer dans la marine. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir les métiers des forces de surface. Donc, on reste dans les forces de surface avec le témoignage d'un autre commandant d'un équipage d'un navire de combat qui viendra aussi se prêter au jeu des questions-réponses avec vous. Pour vous donner et vous permettre de vivre de l'intérieur ce que vivent nos marins et vous faire découvrir la marine de l'intérieur. Donc, merci à tous. Bonne soirée, bonnes vacances, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, on vous retrouve très nombreux à la rentrée de septembre pour poursuivre les échanges. Et puis, un grand merci encore, commandant, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé votre quotidien avec les jeunes. À très vite. Au revoir. Merci à tous. Merci, Émilie.